Bonjour, je me présente. Mon nom c'est David Benet. J'enseigne en Ontario, à Orléans, donc une communauté franco-ontarienne à Orléans. Ça fait à peu près 20 ans que je travaille avec des enfants. Ça fait 10 ans que je suis enseignant. J'ai commencé dans des camps de jour, un petit peu comme ce qui se passe en ce moment dans l'école. Puis ensuite, j'aimais ça travailler avec les enfants. Je suis devenu enseignant. En ce moment, j'enseigne en éducation physique. C'est ma première année à temps plein en éducation physique. Auparavant, j'enseignais beaucoup aux 4e année, aux 5e année dans une classe titulaire. Donc, toutes les initiatives que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des idées concrètes de comment améliorer le bien-être des élèves, des enfants, sans non plus nécessairement perdre du temps en salle de classe. Ça, c'est la plus grosse contrainte des gens. Mais si je fais ça, qu'est-ce qui va arriver à mon français puis mes mathématiques? Donc, toutes les idées que j'ai mises en place à mon école, j'ai remarqué que ça n'a aucun lien, aucun impact négatif envers l'enseignement. Plutôt, en fait, ça l'aide. Donc, c'est juste vraiment des idées concrètes de choses que je vais vous présenter. Donc, j'enseigne depuis 2006. Je suis aussi un entraîneur personnel depuis 2006. J'ai entraîné le soccer aussi à un niveau provincial. Fait que l'activité physique, ça a toujours été mon bagage. Puis vous allez voir, mes premières idées sont en lien avec l'activité physique. Puis ça suit un petit peu mon cheminement personnel où que je pensais que l'activité physique, c'était la façon de s'autoréguler. Et aussitôt que j'ai commencé à vieillir et vivre d'autres choses, ce n'est qu'une façon de s'autoréguler. Donc c'est un gros morceau du casse-tête, mais c'est seulement un morceau. Je suis aussi l'ambassadeur pour Actifs pour la vie, qui est un organisme qui aide avec la littératie physique des enfants. Et je suis un ambassadeur pour la Fondation Momentum Jeunesse. Le vélo ici vient de la Fondation Momentum Jeunesse. Jean-François Proulx, qui est assis juste là, lui, c'est le président. Puis si jamais vous voulez parler du projet de vélo, venez me voir ou allez voir Jean-François. Je vais parler de bien-être, activité physique puis autorégulation. Lorsque j'utilise ces termes-là, ça, c'est les définitions que je prends. Donc, le bien-être, c'est l'état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit. Donc, lorsque je parle de bien-être, ça, c'est la définition que j'utilise. L'activité physique, c'est vraiment le mouvement du corps. C'est pas juste de faire de l'exercice puis transpirer. C'est vraiment le mouvement du corps de façon générale. Et l'autorégulation, c'est le processus par lequel les élèves maîtrisent leurs pensées, leur comportement, leurs émotions. Donc, ça, c'est les 3 définitions que j'utilise. En Ontario, on a une belle petite image pour le bien-être de l'élève. Puis ça, je trouve que c'est important parce qu'auparavant, je trouve qu'on se concentrait sur le cognitif puis un peu le physique, avec l'éducation physique. Mais là, je trouve que n'importe qui travaille avec des enfants, si on veut améliorer leur santé, il y a plus que le cognitif puis le physique. Tu as tout l'émotionnel. Si un enfant arrive à l'école puis il y a eu une chicane à la maison avec sa maman, il ne va pas apprendre. Du moins, il va apprendre un petit peu moins. C'est vraiment à nous autres de travailler toutes les composantes du bien-être. Donc, ce n'est pas juste physique, ce n'est pas juste cognitif, mathématiques, français. C'est tout ça ensemble pour le bien-être. Puis la seconde qu'on pense, en tout cas, auparavant, avant que je commence à penser au bien-être des élèves, puis tu dis, moi, j'enseigne une matière, mais ça, c'est plus vraiment ce qui se passe de nos jours. Nos enfants ont tellement plus de besoins que juste d'apprendre une matière. Si on a des bons liens avec les enfants, on peut travailler ça, puis c'est définitif qu'ils vont apprendre plus de vous et de moi dans n'importe quel contexte, pas juste l'école, dans les contextes parascolaires aussi. Donc, si le lien est là, puis on travaille ça ensemble, c'est certain que l'enfant va apprendre puis va s'épanouir. Mon petit bébé, ce que je suis connu pour, c'est le projet de vélo. J'ai commencé un projet de vélo en 2012 à l'école Jeanne Sauvé. J'étais à une formation, j'étais assis pendant 8 heures. Le contenu de la formation était excellent, mais être assis 4 heures, puis après ça, prendre un dîner 1 heure, puis être assis un autre 4 heures, c'était comme, je ne sais pas comment que nos élèves font pour vraiment être assis aussi longtemps. Ils ont des super pouvoirs. Fait que moi, je me suis dit, si moi, je ne suis pas capable, comment est-ce qu'un enfant de 10 ans peut s'asseoir 8 heures? Donc, c'est là, l'idée est venue.
Je suis allé voir mon directeur, j'enseigne à la 4e année. Je dis, je veux parcourir l'Ontario en vélo. Je veux un vélo en classe. Parce que c'était beau envoyer un élève boire de l'eau. On va boire de l'eau puis il revient. Il va prendre une petite marche. Mais à chaque fois qu'il va boire de l'eau ou prendre une petite marche dans le corridor, il manque 5 minutes de matière. Donc, comment trouver une façon de bouger en classe? Ça, c'était le but primordial du projet. Je suis allé voir mon directeur. J'ai dit, on veut traverser l'Ontario parce qu'en 4e année, le curriculum d'études sociales, c'était l'Ontario. On allait visiter des villes, des villages. Il a dit, oui, je t'achète un vélo, mais j'en achète 20 autres aussi pour toutes les classes. Fait que là, je suis allé au Walmart, acheter comme 30 vélos. Les vélos de Walmart ne sont pas aussi bons qu'eux autres. Oui, ils coûtent plus cher, mais les vélos de Walmart, en tout cas, je suis allé comme au moins 8 fois vider des vélos au Walmart. Je connaissais l'horaire du gérant parce qu'il ne voulait plus me laisser échanger des vélos. Fait que je savais qu'il travaillait à une certaine heure, puis je savais que l'assistant gérant travaillait à une certaine heure. Puis si j'allais entre ces heures-là, je pouvais trouver quelqu'un qui allait échanger les vélos parce qu'ils brisaient souvent, malheureusement. Donc, ça, puis mon épouse, à l'époque, on avait un condo, puis j'étais mécanicien à temps partiel. J'avais des boîtes de vélo dans ma cuisine, dans mon salon. J'avais des outils partout. Je ne sais pas comment elle a fait pour vivre avec moi pendant 1 an, mais c'est ce que j'ai fait parce qu'on n'avait pas le temps comme enseignant de faire ça. C'était vraiment une passion, puis c'était quelque chose que je croyais à cœur beaucoup. Donc, après que j'ai parlé avec mon directeur, puis je dis ça fait pas de sens que je vais au Walmart à chaque 2 semaines parce qu'un vélo brise. Je pouvais en acheter 10, puis même avant les avoir utilisés, il y en avait 3 déjà de brisés. C'est là qu'on a fait une recherche. Ça a pris à peu près 2 ans avant que le vélo jaune apparaisse. Il n'y avait pas de vélo pour enfants. Il y avait des vélos de Good Life, il y avait des vélos pour les adultes, mais il n'y avait pas de vélo pour enfants. Ça m'a pris 10 pages de Google pour faire une recherche vélo pour enfants. Il y en avait en Chine un petit peu, mais ça coûtait comme aussi cher le faire envoyer ici. Fait que ça a pris un bon 2 ans avant qu'un vélo jaune comme ça arrive. Écoute, on avait un vélo de Walmart qu'il fallait apporter au conseil d'école. On avait mesuré la tige, on avait coupé le métal pour que ça fasse à l'enfant de maternelle jardin. Donc, ce vélo-là coûte plus cher, mais il y a beaucoup plus de bienfaits. Je vais vous présenter une petite vidéo de 2 minutes. C'est la 3e année, je pense, qu'on avait les vélos en classe. Fait que tu peux voir comment que ça a de l'air. C'est un petit peu un aménagement flexible, pas au maximum de ce que l'aménagement flexible peut être. C'est ce que moi, je suis confortable avec, selon les besoins de mes élèves aussi. Parce que l'aménagement flexible peut fonctionner très bien. Tout dépend de la relation que tu as avec tes élèves. Certains élèves fonctionnent super bien dans un aménagement flexible à comme 100 % où tous les élèves peuvent choisir leur place. Moi, j'ai décidé que ce que moi, j'étais confortable avec. C'est un terme en anglais qui s'appelle « flexible working ». C'est l'enfant a sa propre place, mini-leçon de 10 minutes, puis là, après ça, ils peuvent choisir leur place. Pendant que j'enseignais, les élèves pouvaient aussi utiliser les vélos. Fait que c'est comme c'est pas un aménagement flexible à 100 %, c'est juste un petit mélange. Vous allez remarquer que... Oui, c'est ça, ma classe, il n'y a pas un mot. Les élèves portent des vêtements de hawaïennes, mais c'est juste une journée thème. Il y a 3 ans, il y avait quelques élèves qui participaient rarement à classe, qui étaient assis sur leur chaise. Et pendant les leçons, lorsqu'ils étaient sur les vélos, on voyait des élèves qui ne participaient jamais et on commençait à participer, ils posaient des questions et ils répondaient aux questions de l'enseignant. Donc, ça fait 3 ans, puis on voit des très grands changements. Pour inciter les élèves à bouger et à faire du vélo, les enseignants fixent aussi des objectifs sportifs. Tous les élèves de l'école tentent actuellement de traverser le Canada à vélo, un but qui plaît aux jeunes qui voient leur progression sur une carte. On a un objectif de se rendre d'un bout du Canada à l'autre avec toute l'école. Je pense que c'est 8613 km. Je pense que l'année passée, on a atteint notre but. Et cette année, on fait vraiment bien ça. On est rendu en Ottawa à 3189 km. Mais le vélo n'est pas la seule façon de faire bouger les enfants à l'école Jeanne-Sauvé. Les classes sont aussi équipées de ballons d'exercice, par exemple, sur lesquels les enfants peuvent s'asseoir ou se tenir debout. Une autre forme d'activité physique qui optimise la concentration.
Nous, c'est une façon d'aller chercher les jeunes, de les faire bouger. On veut faire des projets, tous les projets, on est ouvert aux projets de vélo, on a acheté plein des raquettes, on achète beaucoup de choses, on veut que nos jeunes soient actifs à l'école Jeanne Sauvé. Pour nous, c'est une priorité. C'est certain que si on avait les moyens, on aurait plus de vélos, plus de ballons aussi pour faire bouger les enfants. Je trouve qu'on a des enfants qui aiment bouger et je trouve aussi qu'ils peuvent bouger et apprendre en même temps. Donc je pense que ça a deux côtés positifs. Donc le plus de vélos, le mieux que c'est. Donc là, vous avez vu des élèves qui parlaient. On a un petit peu changé la façon qu'on fonctionnait. On a remarqué que lorsqu'un élève essaie de lire sur le vélo, il lit puis il pédale pas, ou il pédale puis il lit pas. Donc, on avait créé une capsule qui disait comment utiliser le vélo. Fait que quand tu as le besoin de bouger, tu prends une petite pause bougeotte, tu pédales 5 à 10 minutes sur le vélo, écoute quand même à la leçon, puis reviens t'asseoir puis travailler. Il y en a qui essaient quand même de lire en même temps, puis c'est pas moi qui décide s'il peut lire ou non. C'est vraiment l'enfant. Puis après ça, on a une conversation, puis on dit, écoute, est-ce que ça t'a-tu aidé à lire quand tu étais sur le vélo? S'il dit oui, tant mieux, continue. S'il dit non, bien là, OK, pédale 5 minutes, puis après ça, retourne à ta lecture. On a fait beaucoup les médias avec le projet de vélo. Probablement qu'on pourrait partager la diapositive avec vous autres, puis vous pouvez aller cliquer sur les différents liens. Ça, c'est combien de kilomètres qu'on a fait depuis 2012? On a parcouru 60 000 kilomètres en vélo. Comment est-ce qu'on calcule ça? On s'est dit que 5 minutes de vélo égale 1 kilomètre. Le kilométrage, ce n'est pas vraiment ça qui est important. Ça les motive. C'est vraiment l'autorégulation qui est important. Première année, on a parcouru tout le Canada en 135 jours. C'est un nouveau jouet assez fantastique. Tout le monde s'amuse, tout le monde veut l'utiliser. Année numéro 2, ça nous a pris 178 jours. Ce n'était plus un jouet, c'était plus intéressant. C'est là qu'on a établi l'aspect autorégulation. Vous allez voir que ça nous a pris 141 jours. Là, on a commencé à enseigner l'autorégulation. Au lieu de dire « va sur le vélo, tu l'as besoin », là, on parle d'autorégulation. Puis on a pris la définition du docteur Stuart Shanker qui dit que les élèves, on veut qu'ils apprennent à maîtriser leurs pensées, leurs comportements, leurs émotions pour revenir à un état calme. Une fois qu'ils sont dans un état calme, là, ils peuvent recommencer à apprendre. S'ils ne sont pas dans un état calme, ils ne pourront pas apprendre aussi mieux qu'ils pourraient. Donc, c'est un gros paragraphe, mais ce qui était en vert, c'est ce qu'on enseignait aux élèves. C'était les mots qu'on utilisait aux élèves. Tu veux redevenir calme. Essaie de maîtriser tes émotions. Comment est-ce que tu serais capable de faire ça? Qu'est-ce que tu as besoin pour faire ça? Et moi, j'ai rajouté un petit paragraphe en dessous. Un bon outil est celui qui permet à l'élève de se remettre au calme et de continuer son travail si l'outil n'améliore pas la concentration de l'élève ou brise la concentration d'un autre élève, ce n'est pas un outil approprié au moment. Donc, si le vélo, tu pédales puis ça dérange tout le monde, mais là, je disais à l'enfant, malheureusement, ce n'est pas un bon outil en ce moment. On avait les fameux fidget spinners. Si tu utilises ton fidget spinner, c'est une petite affaire que tu tiens puis ça tourne. Si ça te déconcentre, ce n'est pas un bon outil. Peut-être que c'est un bon outil pour la maison, mais en ce moment, quand tu essaies de lire avec ton fidget spinner puis ton livre, ça ne fonctionne pas. Fait que c'était toute une conversation. En ce moment, ce n'est pas un bon outil pour toi. Ou même ceux qui dessinent. Moi, j'avais mon règlement que si tu dessines pendant que j'enseigne, si tu réponds à mes questions puis tu participes quand même, tant mieux. Mais si je te pose une question, mais tu n'as pas écouté parce que tu dessinais, bien, en ce moment, ce n'est pas un bon outil pour toi. Puis, essaye demain. Peut-être que demain, c'est un bon outil pour toi. Des fois, courir, ça me fait du bien, puis le lendemain, courir ne me fait pas du bien. Ça, c'est tout le concept d'autorégulation. Ça, c'est ma nouvelle salle de classe que j'avais l'année passée. Ça m'a pris 3-4 ans à tout ramasser mes meubles. C'était une salle de classe qui était plus grande que la norme. J'avais des différentes zones. J'avais une zone pour les introvertis, où c'est qu'il y avait des sièges comme ceci, où que les enfants pouvaient aller s'installer, mettre des coquilles pour travailler. J'avais une zone communautaire où que les gens pouvaient aller s'asseoir à une table puis travailler ensemble. Donc, la meilleure façon de l'expliquer, ce serait juste de mettre la vidéo pour vous montrer à quoi ressemblait ma salle de classe.
Donc, on avait une table en U pour faire des conférences quand que je voulais faire des petits groupes. Je fonctionnais beaucoup avec des mini-leçons. J'ai remarqué que le plus que je parle en avant de la classe, le moins qu'ils écoutaient. Fait que j'aimais mieux faire 5-10 minutes, aller travailler. Puis là, quand je voyais que 3-4 élèves avaient la même question, mais là, on travaillait sur la table en U. Ça, c'est mon petit coin d'autorégulation. Le vélo est dans le milieu, j'ai les ballons. Je croyais beaucoup que les enfants devraient avoir leur propre place aussi. Rendus en 5e année, ils ont leur cartable, ils ont leur duotang. Puis je trouvais que c'était bien qu'ils aient leur pupitre. Donc, c'est pour ça que je voulais dire que c'est un flexible working. Ils ont quand même leur propre endroit. Il faut aussi penser aux introvertis qui ont besoin de leur propre espace des fois, que si tu les mets dans un chaos organisé comme 24 heures sur 24, ça nécessite beaucoup d'énergie. J'ai commencé à penser à ces différentes choses-là, d'intégrer les différentes zones suite à une crise d'anxiété que j'ai eue. J'étais devant un groupe de personnes en train de faire ma présentation aux parents en septembre, puis j'ai eu une crise d'anxiété devant eux. C'était la deuxième chose la plus épeurante de ma vie. La première étant mon épouse qui a accouché. Chapeau aux femmes. C'était la deuxième chose la plus épeurante de ma vie, avoir une crise d'anxiété. Tu fais des présentations, c'était comme ma 10e présentation que je faisais. Tout va toujours bien, puis là, paf, un moment donné, ça ne fonctionne plus. Puis je venais juste de courir mon dernier marathon. J'ai fait 2 marathons, j'ai fait 8 demi-marathons, des triathlons. J'étais en forme. Pour moi, l'activité physique, c'était l'autorégulation. J'étais en forme, puis j'ai eu ma crise d'anxiété, j'étais allé à l'hôpital. C'est là que j'ai réalisé qu'il me manquait des outils dans ma boîte d'outils. Que l'activité physique, c'est super, c'est fantastique, tout le monde devrait en faire, mais c'est pas juste ça. Il manquait, comme j'étais en santé ici, mais j'étais pas nécessairement en santé en haut. Puis avec la thérapie, puis avec des psychiatres, puis avec des psychologues, j'ai réalisé que je courais pour m'auto-réguler, mais il me manquait d'autres choses. Il manquait l'émotionnel, le social, le cognitif, ça allait, le physique, ça allait, mais il manquait des sphères dans ma vie. Puis on s'est mis à dire, bien, si l'activité physique ne fonctionne pas pour un élève, ne veut pas aller sur le vélo. Pas tout le monde veut pédaler 5 minutes à fond sur un vélo. Moi, mon épouse a fait des dessins mandala, moi, je courais. Si elle courait, puis moi, je faisais des dessins mandala, on serait stressé. Comme moi, m'asseoir, dessiner, oublie ça. J'aime pas ça. Je l'ai essayé, mais j'aime pas ça. Elle allait courir 3 heures pour s'entraîner pour un marathon, oublie ça, elle serait stressée. Donc, chaque enfant, chaque être humain a sa propre façon qui peut changer à tous les jours. Donc là, on a commencé à penser à une façon d'aller chercher les autres élèves qui n'aiment pas pédaler pour s'autoréguler. Donc, premièrement, il fallait avoir une communauté qui accepte ça. Donc, une de nos éducatrices en habileté sociale a pensé à établir une communauté dans notre salle de classe. On est une mini-communauté. On veut être inclusif, bienveillant et sécuritaire. Si tu as une communauté bienveillante, inclusive et communautaire, bien là, tu as des enfants qui se sentent mieux. On se parlait souvent. On prenait un bon 20 minutes à chaque jour de juste jaser. Puis là, il y a des enseignants qui disent, mais comment tu passes ton curriculum? Jaser, c'est communiquer. Communication orale, c'est du français. Donc, il y a tellement de façons de naviguer pour que ça ait des bienfaits pour les élèves. Fait qu'on jasait. Puis des fois, c'est moi qui abordais un sujet. Puis je disais, écoute, hier, quelque chose est arrivé, j'aimerais qu'on en parle. Soit positif, soit négatif, soit constructif. Ou des fois, on faisait juste s'asseoir, on regardait notre voisin, puis on lui donnait un compliment. Puis c'était pas comme « tes cheveux sont beaux ». Je disais aux élèves « tu peux dire ça, c'est correct de dire que les cheveux à quelqu'un sont beaux, mais je veux qu'on aille un petit peu plus loin pour que notre communauté se sente bien ». Ensuite, on a pensé à un coin de yoga. Des fois, le yoga était dans le corridor. Des fois, il était dans ma salle de classe. Je vais juste vous montrer une petite minute de la vidéo. C'est 3 minutes. On a fait beaucoup de capsules avec notre mascotte pour enseigner l'autorégulation aux enfants. C'est le fun d'avoir du yoga puis du vélo, mais si tu ne sais pas quand l'utiliser, pourquoi l'utiliser, comment l'utiliser, c'est difficile de t'autoréguler.
C'est juste pour montrer comment que... Fait qu'on a fait des capsules de pourquoi, comment utiliser le vélo, le yoga, des ballons. Ça, c'était mon ancien directeur. Puis ça coûte pas grand-chose, c'est juste du temps. Mais je te dis que ça vaut la peine. Parce que quand tu as une classe qui fonctionne bien, qui se sent bien, tu peux apprendre beaucoup mieux. Fait que, au lieu d'investir du temps dans le négatif puis dire arrête de faire ça, fais pas ça, arrête, tu déranges, tu investis ton temps dans le positif. Donc ça, c'était dans le corridor. Ça a coûté 20 $ pour les cartes de yoga, mais ça aurait pu facilement être gratuit. C'est des lettres de l'alphabet, A à Z. L'enfant peut épeler son nom, il peut les faire les 26. Puis moi, je me disais que si l'enfant prend 5 à 10 minutes à faire du yoga et revient, puis travaille mieux, ça vaut la peine le 5 à 10 minutes à investir. Mais s'il est pris dans la classe, dans un chaos, puis il travaille à 50 % parce qu'il n'est pas autorégulé, c'est mieux qu'il prenne son petit 5 à 10 minutes, retourne dans le corridor, fais ton yoga, puis reviens travailler à 80 ou 100 %. Donc, depuis que j'ai mis toutes ces choses-là, je n'ai pas avancé plus loin dans mon curriculum que j'avançais avant. J'avance au même rythme. C'est juste que nos minutes qu'on travaille sont beaucoup mieux qu'avant. Là, je l'ai dans mon gymnase. Je fais des stations, puis le coin de yoga est dans mon gymnase. Puis ça fait partie des activités qu'on peut faire. Ça, c'est nos lettres. J'ai demandé à des élèves qui aimaient ça dessiner. Fait que c'était comme... Ils faisaient de l'autorégulation pour permettre d'autoréguler plus tard. Fait qu'ils dessinaient les bonhommes. Ils ont trouvé tous les différents teints de beige, de brun, de noir, puis ils ont tout mis ça parce qu'on est une école publique multiculturelle, puis ils voulaient s'assurer que tout le monde soit représenté. Fait que j'ai trouvé ça pas mal intéressant. Ensuite, il y a 2 ans, on a eu une nouvelle directrice, puis elle aussi, elle aimait ce concept-là. Puis là, on s'est dit, Jeanne Sauvé, c'est une école qui bouge beaucoup, mais est-ce qu'on est capable de relaxer aussi? Parce que la vie, c'est pas toujours de bouger, c'est de relaxer. Donc, on a fait une minute du bien-être. Tu peux le mettre, je vais parler en même temps. C'est une minute où que tout le monde dans l'école arrête. Elle met une chanson zen, un petit peu comme qu'on a entendu. Tout le monde doit arrêter pendant 1 minute, puis on fait absolument rien. Très difficile de faire rien. Penser à rien, se concentrer sur sa respiration, c'est un apprentissage. Certains groupes permettent les enfants de dessiner puis de lire. Il y en a qui disent vraiment on ne fait rien, mais c'est une minute de bien-être où que tu penses à toi. La prochaine étape serait de rajouter une intention avant de faire la minute du bien-être. Donc, quelle est ton intention? Veux-tu être une meilleure personne? Veux-tu aller à la maison puis aider maman à faire quelque chose? Veux-tu être un meilleur ami? Veux-tu aider quelqu'un en besoin? Donc, de rajouter une intention à notre minute du bien-être, ça serait la prochaine étape. C'est beau. Tous les jours. On a augmenté de 1 minute, on est rendu à 10. Ouais. 10 minutes par jour, on a une petite musique. Aussitôt que les élèves rentrent de la récréation, du dîner, la musique commence. Moi, je trouve que ça dépend des groupes. J'aimerais ça avoir une école où que la minute du bien-être serait l'enfant ou l'adulte qui choisit lorsqu'il l'a besoin. Tu sais, comme genre aller dans un petit coin, tu mets des écouteurs qui annulent la musique, qui annulent le bruit, puis c'est à cause que là, l'enfant l'a besoin à ce moment-là. C'est dur de faire de l'autorégulation dans un groupe, parce qu'on est tous différents. Cette idée-là aussi d'autorégulation, ça peut être aussi simple que tu laisses tes enfants choisir quand ils mangent leur collation. Qui est l'adulte à décider quand un enfant a faim? C'est juste une différente pensée. Dans ma classe, moi, je laissais les enfants manger pendant que j'enseignais. Je voulais juste pas entendre des petits papiers pendant que j'enseigne. Mais si tu as faim, vas-y, mange, en autant que tu écoutes. Donc, c'est un concept
qui développent l'autorégulation, mais qui ne dérangent pas le groupe. Parce que ça aussi, c'est important. Souvent, dernièrement, on est pensé sur l'individu, les besoins de l'individu, mais il ne faut jamais oublier les besoins du groupe non plus. Ça, c'est la réalité qu'on a quand on travaille avec des enfants. On ne peut pas avoir 20 soleils puis 20 nombris du monde. T'sais, on est un groupe, on est une communauté. Oui, on va combler tes besoins, mais il y a les besoins du groupe. Cette année, dans mes intramuraux, j'ai rajouté de la méditation. Pendant l'heure du dîner, au lieu d'aller jouer dehors, les élèves venaient. J'ai fermé les lumières, il y a des matelas. On a fait 10 minutes de méditation. Puis après les 10 minutes de méditation, j'ai demandé aux élèves, tu peux te coucher sur ton dos. Quand toi, tu es prêt, va jouer à l'extérieur. Il y en a qui ont resté là 40 minutes, juste sur leur dos. Je pense qu'il y en a même. À un moment donné, je filmais pour mettre ça sur Twitter. Puis quand que je faisais la tournée, puis je parlais, là, je suis revenu comme ça, puis j'ai vu qu'il y avait un enfant qui avait tombé endormi. J'étais comme, oh, OK, je vais aller le réveiller parce que les classes commencent dans 5 minutes. Donc, la méditation, les enfants adorent ça. On a eu 45 élèves qui sont venus. J'ai dû malheureusement sortir quelques élèves parce qu'ils dérangent trop, puis j'ai dit, la méditation, c'est pas pour toi aujourd'hui. Tu n'es pas dans le trouble, c'est pas une conséquence, c'est juste que la récréation à l'extérieur, c'est mieux pour toi. Parce que je trouve ça malheureux que les écoles n'ont pas d'endroit calme. Comme, y a-t-il vraiment des endroits calmes dans une école? Si tu as besoin d'un 5 minutes de repos. Puis si votre école en a, tant mieux, bravo. J'ai fait à peu près 7-8 différentes écoles dans ma carrière. Puis une école, c'est vraiment, il y a beaucoup de bruit dans une école. Dehors, il y a du bruit, l'autobus, il y a du bruit, la salle de classe, il y a du bruit. Ça peut être difficile pour certains enfants puis certains adultes. Donc, la méditation, c'était ça. C'était un endroit calme. Puis je disais aux élèves, si tu es capable d'être tranquille, tu peux venir. Si tu n'es pas capable, essaye. Ça se peut que je te demande de sortir. Pas parce que tu es dans le trouble, pas parce que je te chicane, juste que le besoin du groupe, c'est d'être calme. Donc, ça a bien fonctionné. Comme je disais, on est une école en action. On trouve plein de façons de bouger. On fait venir et du grain, puis on a fait des cours de hip-hop. Moi, je marchais à tous les matins avec mes élèves. On a une petite forêt comme ça en arrière, on a un cratère, on faisait le tour. 5-10 minutes avant de commencer nos cours. J'ai pas avancé moins vite dans mon curriculum en faisant ça. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai appris à connaître mes introvertis. Les élèves qui ne parlent pas en classe, ils me jasaient ça pendant 15 minutes. Ils prenaient des cours d'équitation, faisaient ci, faisaient ça, des choses que je n'aurais jamais appris dans un grand groupe. Puis il y en a qui couraient pendant notre club de marche, parce que ça, c'était leur besoin. Ma mission cette année, c'est les intramuros. Ma directrice m'a mis en éducation physique pour avoir plus de temps de faire des intramuros. Les intramuros, c'est un endroit que les enfants viennent pour faire du sport ou de l'activité physique pendant l'heure du dîner. C'est gratuit, ça ne coûte rien, ça fait juste coûter du temps d'un enseignant, mais elle a mis mes temps de gestion après les dîners. Donc, je mange après le dîner. Fait que moi, j'ai garde occupée, puis j'aime ça. De toute façon, c'est un investissement parce que quand tu joues avec un enfant, ensuite, tu as moins de discipline à faire plus tard. C'est un investissement. Tu parles leur langage, tu joues avec eux. Puis on a continué l'aspect communautaire de bienveillant, inclusif, sécuritaire. On a créé un partenariat avec Sport Pur. Sport Pur, c'est un organisme qui veut que l'activité physique soit positive. Fait qu'ils ont des valeurs qu'on suit. Fais de ton mieux, aide ton prochain. C'est toutes des valeurs de Sport Pur. Là, c'est un petit peu petit, mais je pense qu'on va partager la diapositive. J'ai fait un sondage avec mes élèves parce que j'étais rendu un petit peu tanné que les seules personnes qui faisaient du sport, c'était ceux qui étaient choisis pour les équipes sportives. Puis tu choisis comme 14 élèves, puis après ça, ils vont participer au volleyball, mais tu en as comme genre 80 qui ont essayé pour l'équipe. Donc, le seul temps qu'ils jouaient au volleyball, c'était en éducation physique, puis pendant 2-3 essais. Je trouve que c'est un modèle archaïque pour une école élémentaire. Pourquoi qu'une école élémentaire cible 14 élèves pour aller à un tournoi sportif? À Ottawa, on est chanceux, notre communauté a beaucoup de sport. Donc, on a décidé de faire des intramuros, puis au lieu de choisir 14 élèves pour aller à un tournoi de volleyball, on fait quand même le tournoi, mais on fait des intramuros pendant 1 mois. Puis ensuite, je choisis mes élèves. Cette année, j'ai choisi 128 différents élèves à participer au tournoi.
Dans le passé, c'était souvent les 14 mêmes élèves qui faisaient le tournoi. C'était les meilleurs joueurs de hockey, les meilleurs joueurs de soccer, puis les autres jouaient au basket, puis au volley, puis faisaient l'athlétisme. Mais si on prenait des enfants qui ne sont pas nécessairement les meilleurs au soccer, moi, mon équipe que j'ai faite de volleyball, j'ai pris 14 filles qui n'ont pas fait un tournoi de l'année. Ils n'avaient pas participé au soccer, puis ils n'avaient pas participé à la course de fond. J'ai 3 filles qui sont enregistrées dans la communauté pour aller jouer au volleyball ensuite. Ils n'étaient pas nécessairement les meilleurs. Mais si j'avais pris les meilleures joueuses de soccer, les meilleures joueuses de hockey, eux autres n'auraient pas réinvesti du temps dans le volleyball, dans la communauté. Ils auraient retourné jouer au soccer puis au hockey. Fait que là, je me dis, bien, tant mieux, il y a 3 nouvelles personnes qui se sont inscrites dans des sports. Donc, j'ai fait un sondage avec eux. Quelles sont les activités que tu veux faire pendant les intramuros? Puis après ça, je suis allé voir chaque classe. Puis j'ai dit, voici une liste d'activités que mes élèves ont choisies. Je veux savoir votre opinion. Tu peux voter oui autant de fois que tu veux. Fait que je nommais une activité, puis les élèves levaient leurs mains pour savoir, oui, je viendrais participer à ça. Quand on parle d'autorégulation puis de bien-être, c'est important d'avoir le choix des élèves. Le top 10 des activités que les élèves voulaient faire, on est à peu près 150. Il y a 120 élèves qui voudraient participer à une activité qui s'appelle Manhunt. Donc, Manhunt, c'est un jeu de tag. Il y a une personne de hit. Quand que tu te fais toucher, tu te joins à l'équipe. Puis après ça, tout le monde court après la dernière personne. J'avais couru 1,86 km dans une récréation de 15 minutes. Puis j'étais essoufflé. Puis je n'étais pas celui qui a couru le plus non plus. Après ça, du parkour lors de déplacements. Parkour? Oui, excuse, franco-ontarien. Du parcours. Et lors de déplacement, il y en avait 119 qui voulaient participer à ça. Puis là, le top 10, c'est toutes des activités qui ne sont pas nécessairement des sports traditionnels. Ça en dit beaucoup. Que rendu en 5e année, l'enfant qui aime le soccer a déjà choisi qu'il aime le soccer. Puis en 5e année, celui qui n'aime pas le soccer, il n'aime pas ça. Fait que même en éducation physique, il n'aime pas ça. C'est juste, ça a déjà été choisi. Donc, le top 10 n'est pas vraiment des sports traditionnels. J'ai mis à côté le top 3 des activités sportives qu'on offre en format tournoi. Soccer, volleyball, basketball. Ça n'a pas fait le top 10. Donc, pourquoi est-ce qu'on se concentre tellement sur ces sports traditionnels-là, qui sont corrects? Si ça, c'est ta façon de faire de l'activité physique, tant mieux. Moi, j'adore ces sports-là. Mais nos enfants, c'est pas parce que moi, l'adulte, aime ça, que l'enfant aime ça. Donc, nos intramuros, on va chercher plein de différentes choses. Hier, on a fait une séance de dessin mandala pendant nos intramuros. J'avais 40 enfants qui sont venus dessiner à la bibliothèque. Avant hier, on avait quelqu'un de la communauté qui est venu faire du Muay Thai, qui est un art martiaux thaïlandais, un petit peu comme du kickboxing. On a eu 25 élèves qui sont venus là. Puis là, on se dit 25, c'est pas beaucoup. Mais là, j'ai commencé à regarder les 25 qui étaient là, qui ne viennent jamais aux intramuros parce qu'ils ne veulent pas faire du volleyball puis du basket. On a eu du tai chi. On avait juste eu 10 élèves, mais encore 10 élèves qui iraient dehors s'asseoir pour lire un livre. Nos plus populaires, là, on fait du patin. On a comme 75 élèves qui patinent sur la patinoire pendant l'heure du dîner. On a eu du volleyball. On avait 104 élèves qui faisaient du volleyball pendant les heures du midi. Ensuite, j'ai choisi mon équipe pour aller au tournoi, mais on a fait un bon 3 semaines de volleyball avec 100 élèves. Prochaines étapes, travaillons ensemble, créons des partenariats et échanger nos pratiques gagnantes. Je suis certain que n'importe qui ici pourrait être à ma place puis partager leurs pratiques gagnantes. 100 degrés, ce qu'ils font, c'est fantastique. Je pense que pendant mon congé de mars, je vais regarder comme 5-6 différentes conférences. Il y a des conférences comme en ce moment qui sont super intéressantes dans d'autres parties du Québec. La Fondation Momentum Jeunesse, si vous voulez parler avec Jean-François après, il travaille fort pour mettre des vélos dans des écoles qui n'ont peut-être pas les moyens. Il y a des nouvelles initiatives en santé mentale qui s'en viennent avec la Fondation Momentum Jeunesse. Actif pour la vie, il y a des ressources gratuites pour la littératie physique, comment intégrer le mouvement en salle de classe. J'ai vu, il avait fait une course à obstacles dans une classe de maternelle, de les faire bouger, les faire apprendre.
Puis je veux juste conclure avec une citation de mon livre préféré. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Donc, nos élèves, on les a apprivoisés, nos enfants, c'est notre responsabilité de prendre soin d'eux. Merci beaucoup.